Comment peut-on lutter contre le cyberharcèlement? Évidemment, il y a déjà nombre de dispositifs qui sont en place, mais visiblement, ils ne sont pas suffisants, hein. On est quand même encore à quelques jours de la mort d'une adolescente de 14 ans, Alisha, qui a été retrouvée noyée dans la Seine. Et l'enquête s'est orientée non seulement sur une rivalité entre élèves, mais aussi sur des faits de cyberharcèlement. Le ministre de l'Éducation nationale, qui a été amené à réagir, a déclaré que la période de confinement avait démultiplié le cyberharcèlement. Cela s'aggrave selon lui. Alors on en parle ce matin dans Smart Tech avec Justine Atlan, directrice générale de l'association e-Enfance, qui est spécialiste de la protection de l'enfance sur Internet, et également avec Hervé Rigaud, qui est président directeur général de Netino, un spécialiste de la modération de contenu, filiale social media et digital content du groupe Webhelp. Alors première question, Justine Atlan, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Déjà, la situation s'est-elle aggravée depuis le premier confinement l'année dernière? Et est-ce que cette hausse est liée à une hausse des usages ou vraiment elle est encore plus impressionnante que ça? Les deux sont liés, en fait. Il y a eu évidemment une hausse des usages qu'on a tous vécu, que les adolescents aussi ont vécu, alors qu'on pensait qu'ils étaient déjà au maximum de leurs usages numériques, mais ils en avaient encore un peu sous le pied. Et c'est vrai qu'on a vu vraiment s'accentuer ce phénomène de cyberviolence en général, en fait, hein, pas Ouais. que le cyberharcèlement, beaucoup de types de cyberviolence. C'était une période de crise qui a créé aussi beaucoup d'infractions et de délits d'opportunités. Donc tout ça cumulé a fait effectivement pas mal de problématiques de cyberviolence, cyberharcèlement. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas revenu à une situation d'avant le premier confinement. Donc on a le sentiment aussi qu'il y a des comportements qui se sont installés dans la durée et que donc il y a eu vraiment eu un basculement d'un certain nombre de comportements violents. Mais c'est aussi lié à la situation actuelle qui dure depuis un an, qui génère aussi, on le voit chez les gens, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, pas mal d'ennui aussi. Et toutes ces émotions-là cumulées, malheureusement, incitent aussi pas mal les gens à être un peu agressifs et violents, et donc avec leur outil de communication préféré qui reste le numérique aujourd'hui. Hervé Rigaud, bonjour. Est-ce que, parce que bon, Netino, c'est un spécialiste de la modération de manière générale. Moi, je voulais savoir si c'était un phénomène, évidemment que c'est un phénomène mondial, mais est-ce que c'est un phénomène très français aussi, ce cyberharcèlement? Non, on ne le constate pas. Alors, nous, on publie tous les 3 mois un panorama de la haine. Et alors, il est franco-français, mais ce qu'on voit souvent, parce qu'on travaille avec Facebook ou évidemment plein d'autres plateformes, c'est qu'il est vraiment tout à fait mondial. Ça représente quasiment entre 10 et 13% suivant les pays. La haine en ligne, c'est 10 à 13% des messages. Mais il faut bien se mettre en tête que rien que sur Facebook, c'est 45 milliards de messages publiés chaque jour. Je ne parle que de Facebook. Ça fait un demi-million de messages par seconde publiés, même s'il n'y a que 10% de haine. C'est déjà 10% de trop, mais c'est déjà des millions et des millions. Et non, c'est tout à fait mondial et généralisé. Voilà. Mais est-ce que c'est lié uniquement à la plateforme et à l'usage des réseaux sociaux et à l'existence même des réseaux sociaux? Moi, je ne le pense pas. Je pense que les réseaux sociaux sont un réceptacle de la haine ambiante, on va dire. Oui, alors c'est sûr qu'on ne va pas chercher des coupables ou imaginer simplement avoir une fausse baguette magique, d'ailleurs, d'interdire les réseaux sociaux, hein, puisque d'abord, je pense que les adolescents ont besoin d'échanger entre eux et que c'est un formidable outil pour cela, et qu'ensuite, j'imagine qu'il y a des solutions plus intelligentes à trouver. Vous avez abordé cette question de la cyberviolence, pas seulement le cyberharcèlement. Quelle forme cela prend? Ah bah, ça prend toute forme, parce que le cyberharcèlement, c'est la répétition, hein. C'est quand vous sentez vraiment, d'ailleurs c'est ce que dénonce Madame Schiappa en portant plainte contre des agresseurs de raids numériques. Donc c'est vraiment la répétition contre vous, soit de beaucoup de personnes en même temps, soit d'une seule personne qui va réitérer. Après, les cyberviolences, c'est ce qui peut constituer du cyberharcèlement, mais qui n'est pas forcément répété. Donc ça peut être des insultes ou des injures en ligne qui vous sont adressées. Ça peut être créer un faux profil à votre nom et se faire passer pour vous. Ça peut La diffusion diffuser des images, ouais. Absolument, des photos ou des vidéos de vous sans votre consentement, des images plus ou moins intimes, et donc quand c'est sexuel, ça peut s'appeler du revenge porn. Donc ça peut vraiment prendre des formes très différentes. Les haters, comme on dit, sont très créatifs, et c'est vrai que le numérique offre beaucoup d'opportunités en fait d'être très malveillant, directement ou en se servant des autres et en créant de
la rumeur, en créant des fausses réputations, en associant des fausses images de vous à vous, mais qui vont être tellement proches qu'on peut croire que... Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça ne crée rien en termes de comportement humain, hein, un outil qu'on ne crée pas particulièrement de comportement humain, surtout dans la communication, mais en revanche, va quand même pouvoir faciliter, donner plus de formes différentes, parce que c'est vrai quand même que typiquement le revenge porn, ça n'existait pas avant les réseaux sociaux ou Internet, parce que cet outil massif de diffusion comme ça, rapide, on n'a jamais eu cette puissance dans les mains, hein, nous tous, donc ça nous donne un pouvoir énorme. Donc qui nous donne du pouvoir, nous demande d'avoir un peu de responsabilité, et on n'était pas nécessairement très prêts. Alors c'est très récent, on va apprendre à l'être, mais on n'était quand même manifestement pas très prêts à utiliser tout ça. Alors responsabilité des plateformes, est-ce que vous travaillez de manière constructive avec les plateformes de réseaux sociaux? Alors nous, oui. Pourquoi ? Parce que la protection de l'enfance sur Internet est quand même un sujet d'abord assez fédérateur, partagé dans le monde entier, qui a consensus quand même sur ce sujet-là. En plus, ces plateformes qui viennent globalement des États-Unis ont une conscience sur ces thématiques-là assez forte, c'est assez présent chez eux, et ça ne vient pas percuter la liberté d'expression sur laquelle, en revanche, on n'est pas effectivement en phase au niveau européen. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel ils se sont mobilisés assez tôt, contrairement à ce qu'on peut penser. La Commission européenne a créé aussi un programme qui s'appelle le Safer Internet il y a près de 15 ans maintenant, dont on fait partie, on est un représentant en France. Et donc, on a construit avec eux des partenariats, avec Facebook pour commencer, évidemment, puisque c'est l'inventeur du réseau social, mais ensuite YouTube, et puis Snapchat, et puis TikTok, et puis tous ceux qui existent maintenant. Et on a des possibilités de leur signaler directement à leur service de modération. Aussi, il n'y a pas de mauvais élèves, tout le monde est présent. Alors après, le mauvais élève, c'est en termes de réactivité. Et c'est vrai que leur réactivité peut laisser à penser que certains ont mis moins de moyens dans la modération que d'autres. Donc il y en a qui sont très réactifs, et même des Snapchat ou TikTok le sont sur nos thématiques, encore une fois. Hein, quand ce sont des mineurs qui sont victimes sur leur plateforme, en 1 heure ou 2, honnêtement, ils retirent les contenus qu'on peut leur signaler, qui sont illégaux, parce qu'on s'appuie évidemment sur un cadre légal. C'est intéressant, en revanche, ça veut dire qu'on voit qu'ils ont les moyens d'agir vite. Absolument, mais après, ils hiérarchisent. Donc c'est vrai que la priorité est donnée pour l'instant à des victimes mineures, ce qui peut s'entendre, mais c'est vrai qu'il faudrait certainement qu'ils mettent plus de moyens pour que tout le monde puisse en bénéficier, et sans nécessairement passer par des acteurs comme nous qui sommes des tiers de confiance, donc qui faisons de la pré-modération effectivement, et qui sont entre l'utilisateur final et eux. Et peut-être qu'il faudrait mettre, enfin sûrement même, plus de moyens financiers et humains dans les services de modération pour que tout le monde puisse profiter de cette réactivité. Hervé Rigaud, une réaction là-dessus, puisqu'on parle de votre cœur de métier. Comment vous travaillez, vous, modérateur ? Vous êtes un premier modérateur avant les réseaux sociaux. Comment vous travaillez avec ces plateformes ? Bon, en fait, en toute transparence, nous sommes sous-traitants souvent de ce type de plateforme, ou de marques qui sont sur ces plateformes-là. Pour Facebook, on traite plus de 200 pages Facebook de marques, mais donc on traite de façon, je dirais, dans le fond, c'est-à-dire qu'on crée des chartes avec nos clients et aussi avec les plateformes qui respectent, comme l'a dit Madame Atlan, la loi déjà. Enfin, on se base nous sur l'équilibre entre la liberté d'expression et et évidemment ce qui doit être modéré, banni, supprimé. Donc on fait un travail de fond là-dessus qu'on fait évoluer au fil de l'eau. Mais en effet, je suis complètement d'accord. Il y a une problématique de moyens et de réactivité. Alors on a tous de l'intelligence artificielle, mais elle ne résout pas tout. Pour certains, elle devrait être a priori, mais ça vient à l'encontre de la liberté d'expression. Et pour d'autres, il faudrait mettre des centaines de milliers de modérateurs. Mais là, on a une problématique, vous venez de le dire, de moyens. Mais encore une fois, si je prends l'exemple de Facebook, c'est la plus grosse communauté de modérateurs dans le monde. Ils sont quasiment 50 000, mais ce n'est pas suffisant, rien que pour Facebook. Plus tous les autres modérateurs de toutes les pages qu'ils hébergent. Pardon ? Hervé Rigaud, on ne peut pas dire que Facebook est un problème de moyens, a priori. Non. L'allocation de moyens. Mais la modération, jusqu'à présent, a toujours été considérée comme un centre de coût, comme, je dirais, quelque chose qui était imposé. Évidemment, ça ne génère pas directement des revenus. Donc on est toujours sur cette... mais ça vient, et c'est notre cœur de métier, on estime que créer des espaces sécurisés permet justement à tout le monde de favoriser, je dirais, justement les volumes, les interactions, etc. Mais c'est un long processus, en tout cas intellectuellement, c'est vu comme un centre de coût. Donc évidemment, quand on met un coût face à un risque,
C'est jamais, on va dire, des choses dans le business très positives. Mais enfin, là, on ne parle pas de business, là, on parle vraiment de protection des enfants. Et je suis complètement aussi d'accord avec Mme Atlan. Malgré tout, les efforts sont faits majoritairement là-dessus, et c'est une très bonne nouvelle. Mais si on doit l'étendre, c'est-à-dire que c'est aussi un gros problème d'éducation, on va peut-être en revenir et revenir dessus, mais on est face à des millions d'incivilités. Et avant même de parler de faits graves qui tombent sous le coup, je dirais, du droit pénal. Et c'est plus là-dessus qu'il faut travailler. La réactivité, elle est toujours, on peut toujours l'améliorer, mais encore une fois, c'est plus de technologie, c'est plus de moyens, c'est de la techno et de l'humain. C'est tout. On est au cœur du sujet. Mais je pense de plus en plus qu'il y a une prise de conscience. Je sais qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont déjà en place, Justine Atlan, pour lutter contre ce cyberharcèlement. Il y a la sensibilisation auprès des jeunes, auprès des parents, la formation aussi des éducateurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas suffisamment encore aujourd'hui pour être efficace? D'abord, il faut mettre en perspective que c'est un phénomène très récent quand même. Ça fait une quinzaine d'années que c'est vraiment démocratisé, popularisé, etc. et que les jeunes les utilisent plus même que les adultes. Donc c'est vrai qu'on a très peu de recul et que le problématique qu'on a eu, c'est que les générations ont tout découvert en même temps. C'est-à-dire adultes et jeunes ont découvert en même temps ces usages. Donc il n'y a pas du tout pu avoir de transmission. C'est la clé de l'éducation, c'est de transmettre ce qu'on a eu comme expérience et comme savoir pour que les enfants bénéficient, ne fassent pas leur propre expérience. Ils le font à la marge, mais normalement, ils n'apprennent pas que comme ça. On leur épargne ça. Et donc là, le problème, c'est que ça a été le cas. Donc c'est vrai que c'est du retard, mais du retard qui est compréhensible. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, il faudrait généraliser, être plus systématique en fait dans l'approche, c'est-à-dire plus systématique dans l'éducation des jeunes, être plus systématique dans la formation des parents, être plus systématique, comme on le dit, en termes de modération par les plateformes. Là, il y a par exemple la création d'un comité de parents qui a été annoncé aussi par Marlène Schiappa. Quel est le principe? Parce que je ne sais pas si ça a été mis en place, ça devait commencer à être lancé la semaine dernière. C'est lancé demain, en fait. Demain. Voilà. C'est lancé demain en fin de matinée. C'est un dispositif, je crois, qui avait vocation à être interministériel, avec plusieurs ministères concernés, l'éducation nationale, la ville, la protection de l'enfance et l'intérieur. Pour l'instant, on ne sait pas exactement à quoi ça va servir, parce qu'en réalité, il y a déjà des dispositifs. Alors, c'est toujours des bonnes initiatives si ça peut, réactualiser ces problématiques-là, en fait, et mettre un peu d'impulsion. Le problème, toujours, c'est qu'il n'y aura pas de moyens à côté, que ça va se reposer beaucoup, de ce que je comprends, sur les associations, qui ne sont pas que des bénévoles, qui sont aussi des salariés professionnels et experts qui ont besoin d'être accompagnés financièrement pour sortir tout ça. Donc, il faudrait que ça soit plus généralisé au niveau de l'éducation nationale, sans doute, qui trouvent qu'on lui demande trop, mais là, c'est quand même un usage quotidien qu'on fait tous. Donc, ils ont quand même leur part à jouer. Ce que je trouve intéressant, un peu inquiétant, mais intéressant, c'est que ça révèle, en fait, l'éducation nationale a trouvé une solution. On interdit le smartphone à l'école. Voilà, le smartphone au collège, à l'école et au collège. Mais ce que ça révèle quand même, et ce qui est plus inquiétant, c'est que l'école est censée quand même transmettre la citoyenneté. C'est censé nous apprendre à devenir des futurs citoyens de la République, c'est l'école de la République. Et ce que révèle cette incivilité, comme c'était mentionné, et ces comportements parfois haineux et discriminants, c'est qu'en fait, on ne nous apprend pas suffisamment à l'école ce que c'est qu'être un citoyen. Et que donc, on le voit sur ces réseaux-là de façon massive, parce que c'est écrit, parce que ça reste, parce que c'est transmis et partagé, qu'en fait, on a peu de connaissances là-dessus. Les jeunes, pour beaucoup, ne savent pas quel est le cadre de la liberté d'expression, quel est le cadre, effectivement, de la discrimination, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas dire, comment, etc. Tout ça dans un cadre protecteur de la démocratie, tout simplement. Et ça, on se rend compte que c'est vraiment un maillon très faible de l'éducation nationale. Or, ça devrait être fondamental, finalement, et justement, permettre de corriger des inégalités de naissance qu'on peut avoir selon les familles qui sont plus ou moins au fait de ça, ou plus ou moins dans la transmission, parfois, de discrimination et autres. Et les enfants doivent avoir toute cette chance à l'école de remettre tout à plat et vraiment qu'on leur apprenne à être des citoyens de la République française. Et voilà, et je trouve que les réseaux sociaux révèlent cette lacune. Donc je pense qu'il est temps vraiment de s'y attaquer, parce qu'à l'école, on apprend le savoir-être, le savoir-vivre ensemble, et pas que des connaissances qu'on applique plus ou moins d'ailleurs dans nos vies futures. Alors Hervé Rigaud, on arrive à la fin de ce débat. Moi, j'ai un peu une idée fixe aussi dans Smartex, être un citoyen numérique. Ça veut dire aussi protéger ses données personnelles, parce que finalement, si on veut se mettre à l'abri du harcèlement, ça passe aussi par là, non ? Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais en parler, puisqu'en fait, comme Mme Atlan dit, on a une problématique d'éducation, mais en effet,
déjà commencer par expliquer que la plupart des plateformes ont des moyens assez simples de limiter, enfin de maîtriser sa politique de confidentialité, comme on dit. Donc ça, c'est assez simple et c'est accessible aux enfants, mais aussi évidemment aux adultes. Mais même ça, nous, on s'aperçoit globalement que les gens ne le font pas. Ils confondent accepter les conditions générales et je dirais les politiques de RGPD, et ensuite derrière ils ne font rien. Donc tout est accessible, tout est ouvert. Or, encore une fois, sur la plupart des plateformes, on peut limiter de façon très sensible l'accès à ses données, l'accès à son profil, recevoir des notifications quand quelqu'un vous mentionne sur une photo, ce qu'on appelle taguer, etc., etc. Donc il y a des choses assez simples à mettre en place. Évidemment, ça ne résout pas tout, mais je pense que les jeunes peuvent les connaissent, ils ne le font pas parce qu'en effet, ils ne mesurent pas les conséquences, mais les adultes doivent les accompagner et doivent déjà prendre conscience eux-mêmes qu'ils ont un rôle à jouer, car il n'y a pas, entre guillemets, de cybervie et de vie réelle. Maintenant, pour nos enfants, c'est la même vie, c'est la même chose. Donc en fait, nous on fait encore la distinction, je dirais, ouais. mais eux ne la font plus. Et je pense que c'est déjà ça en fait, la prise de conscience c'est même pas une porosité, c'est la même vie. Et donc, je dirais, au lieu d'arrêter d'interdire le smartphone à l'école, il faut au contraire l'introduire et le mettre dans la vraie vie, parce qu'en fait, il est dans nos vies, quoi. C'est ça. Donc, plutôt que d'interdire, il faut donc apprendre, continuer, mettre l'accent sur l'éducation, mais aussi d'ailleurs des parents, hein, parce que la protection des données personnelles, je ne suis pas sûre que les adultes sachent forcément non plus comment s'y prendre. Merci beaucoup à Justine Atlan, directrice générale de l'association e-Enfance, d'être venue en plateau, et à Hervé Rigaud, président, directeur général de Netino by WebHelp, pour vos éclairages. Lutte contre le cyberharcèlement. Juste après la pause, on va s'oxygéner, on part à la recherche d'inspiration technologique dans la nature.